un autre opérateur. Je lui demande de me rejoindre. C'est Benoît Apparu, le président du groupe Emerige. Merci de me rejoindre, Benoît Apparu. Et puis, un autre grand acteur du logement social, c'est Marcel Rogemont, le président de la Fédération des offices publics de HLM, Office public de l'habitat. Marcel Rogemont, merci de me rejoindre. Et puis, le grand financeur du logement social en France, s'il en est, Costa Castrinidis, le directeur des prêts à la Banque des Territoires. Merci, messieurs, de me rejoindre pour poursuivre ces échanges sur aujourd'hui le contexte et les perspectives offertes pour produire du logement dans un contexte troublé, mais qu'il était déjà, ont rappelé nos intervenants précédents. Alors, merci. Je laisse se réinstaller le public. Merci à chacun de s'installer. Alors, on va essayer de ne pas redire tout ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas? Mais d'essayer d'avancer. Alors, je ne vous cache pas que, bien sûr, on avait conçu la thématique de cette table ronde avant l'annonce de la dissolution, donc on avait mis sur la table, mais ça reste une question de principe peut-être, on avait mis sur la table l'opinion des intervenants sur les premières mesures prises par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui devait être là ce matin, qui évidemment, devoir de réserve oblige, ne peut pas être là, les premières mesures prises et qui allaient dans le sens de la simplification qui a été évoquée ce matin par les propos des représentants de l'Alliance pour le logement, la simplification, la dérogation peut-être aux règles générales pour pouvoir mieux produire du logement, et puis des mesures qui touchaient également la cherté du foncier, encore un sujet qui a été pointé dans les interventions précédentes. Alors, même si le projet de loi pour le développement du logement abordable est maintenant hors de propos, puisque voilà, du point de vue de la Constitution, il sera à reprendre à zéro si jamais il est repris. Malheureusement, il y a eu beaucoup de travail mené par les parlementaires. Ça a été aussi souligné ce matin. C'était intéressant. Je fais au passage mon petit éditorial de journaliste. Mais c'est le travail qu'ont mené les parlementaires devant ce qu'ont appelé certains des représentants de l'Alliance pour le logement l'inertie du gouvernement. C'est le gros travail fourni par les parlementaires pour analyser la crise du logement et fournir des préconisations et des propositions. Donc il y a eu un très gros travail parlementaire, y compris dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi logement abordable aujourd'hui qui est rangé dans les tiroirs. Voilà, néanmoins, c'est un champ qui a été ouvert, celui de ces possibilités de déroger, d'aller plus vite, de simplifier l'acte de construire du logement et de produire, et puis de prendre des mesures pour faciliter le ZAN. Alors je pense aux territoires engagés pour le logement, par exemple, qui avaient été définis, qui sont toujours définis, qui existent toujours, qui, par le biais des EIN, permettent des facilitations, etc. Alors, je vais peut-être me tourner d'abord vers vous, Benoît Apparu, ne serait-ce que pour faire un lien avec la table ronde précédente où intervenaient 3 promoteurs, comme l'est le groupe Emerige, pour avoir votre ressenti à vous sur cette recherche de facilitation de l'acte de produire le logement par le biais de la dérogation, par le biais de la simplification. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est une piste qui peut être productive? Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir pour cette table ronde. Pour essayer de répondre à votre question sur la relance par la dérogation, c'est toujours intellectuellement peu satisfaisant de se dire que l'on doit déroger à des règles pour que ça fonctionne. Parce que le résumé de ce que vous proposez, c'est ça. Enfin, de ce que vous proposez, pas vous, mais l'intitulé de la table ronde, c'est « J'ai des règles, je sais qu'elles ne vont pas, donc je déroge à ces règles pour pouvoir produire du logement ». Intellectuellement, je trouve ça un peu bizarre, ce type de démarche-là. Et donc, je reste assez suspect, vraiment très circonspect par rapport à ce type de préconisation. C'est peut-être le premier élément que je voulais évoquer. Deuxième élément, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est si on est rendu à devoir le faire par dérogation,
qu'est-ce qui nous empêche de traduire cette dérogation en une règle générale? Et c'est peut-être ça, me semble-t-il, le parallèle qu'il faut faire. Pourquoi j'ai un doute sur la dérogation? J'ai un doute sur la dérogation parce que ça fonctionne très bien pour les JO. Ça fonctionne très bien quand c'est un territoire, une dérogue pour un objectif donné et pour une date donnée. Vous avez une extraordinaire mobilisation des services de l'État, une extraordinaire mobilisation de l'ensemble des partenaires de l'acte de construire, qui sont tous focus sur une date pour un objectif absolument exceptionnel. Si vous traduisez cet équivalent JO sur 22, 25 ou 40 territoires, vous n'aurez pas, et c'est une évidence, la même mobilisation. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre le même résultat. Donc moi j'aurais, me semble-t-il, plutôt une approche tout aussi complexe, mais qui me semble plus raisonnable, qui est de se dire comment on fait pour simplifier structurellement, massivement les choses. Et de ce point de vue-là, il y aurait peut-être, me semble-t-il, une première préconisation, c'est de se dire que, je parle sous le contrôle de Marcel qui connaît ça aussi bien que moi, vous allez comprendre pourquoi je ne dis pas ça pour vous, hein. L'immobilier, l'acte de construire, le logement, est une activité ultra législative. Vous avez des secteurs, des pans de l'activité des pouvoirs publics qui sont très peu législatifs et principalement soumis au règlement. Je vous prends un exemple. L'éducation nationale, tout se fait par circulaire ou par décret. Tout est pouvoir État. Ce n'est pas un pouvoir qui a été de fait, via l'article 34 et 37 de la Constitution, qui a été fortement un pouvoir législatif. Et quand on fait une loi sur l'éducation nationale, vous en avez une tous les 5 ou 10 ans, c'est une loi que je vais qualifier de politique, qui prend des engagements qui n'ont pas de caractère normatif, qui sont des engagements politiques, des pétitions de principe. En matière immobilière et logement, à force d'avoir fait 300 000 lois, tout est devenu législatif. Donc tout est devenu excessivement complexe à faire évoluer, à modifier. Et donc je pense que la première simplification à faire, ce serait juste de respecter l'article 34 et l'article 37 de la Constitution et de repasser dans le champ du réglementaire tout ce qui est aujourd'hui dans le champ du législatif. Je vous donne un exemple qui va paraître très anecdotique, mais il y a quelques années, lorsque j'étais parlementaire, on m'avait demandé de déposer un amendement. Cet amendement, je crois que c'était ta fédération qui l'avait demandé, cet amendement consistait à régler le problème du droit au ticket restaurant ou pas des directeurs généraux d'OPH. Mais comme la rémunération des directeurs généraux d'OPH a été fixée dans une loi, que cette loi n'avait pas prévu qu'ils aient le droit au ticket restaurant, une procédure avait été mise en place contre un DG d'OPH qui s'était octroyé des tickets restaurants, et donc il fallait un amendement pour changer ça. Il ne faut pas le prendre de façon anecdotique. C'est symbolique. Symbolique d'un secteur qui est ultra normé, mais normé par la loi, donc beaucoup plus compliqué à faire évoluer que si on respectait ce qui ressort de la part de la Constitution, de l'article 34 et de l'article 37, du domaine du réglementaire, du domaine du législatif. Ce serait, me semble-t-il, une première mesure compliquée, difficile sûrement, mais un premier axe qui permettrait de simplifier beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement les choses. J'entends en creux de ce que vous dites qu'un des principaux freins, on parlera peut-être du foncier dans un deuxième temps, mais un des principaux freins à l'activité de production de logement, c'est peut-être la lourdeur des procédures, les délais qui s'accumulent en conséquence. Alors, il faut, si on veut, vous voulez répondre à la dérogation que vous critiquez, quoi. Voilà. Si on veut élargir le débat, les freins, on a tendance, les uns et les autres, à tous les mettre sur les réglementations, les normes, qu'elles soient législatives ou réglementaires. Vous en avez des milliards d'autres. Et c'est logique. Vous avez des freins des investisseurs, vous avez des freins des assurances, vous avez toute une série de freins de toute une série de professions connexes à l'acte de construire et qui sont indispensables pour l'acte de construire, qui également veulent se protéger. Et pour se protéger, elles demandent des normes. Et donc on peut même imaginer que si demain vous avez supprimé un certain nombre de normes de nature réglementaire ou de nature législative, de fait on les retrouve.
sur le plan assurantiel. Donc c'est un travail beaucoup plus conséquent à faire que de se borner à dire c'est la faute à l'État. C'est une facilité intellectuelle que nous avons en France, hein, c'est toujours la faute à l'État, toujours la faute de l'État, pardon. C'est peut-être un tout petit peu plus subtil que ça, c'est peut-être l'ensemble d'une profession qui, d'une façon ou d'une autre, et l'ensemble de ceux qui y participent, qui ont effectivement surnormé cette profession pour se protéger. Je peux l'entendre pour la protection. Aujourd'hui, on mesure effectivement des conséquences sur cette surprotection qui peut poser problème. Marcel Rogemont, votre point de vue, et puis peut-être comment avez-vous réagi par exemple à la création de ces territoires engagés pour le logement? Comment les offices HLM y sont-ils impliqués? Ils sont dans tous les territoires, bien sûr. D'abord, je vous salue les unes et les autres d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. D'abord, j'ai la même analyse une fois n'est pas coutume que Benoît sur l'approche même de la question. C'est pas par l'exemplarité de quelques territoires qu'on change l'ensemble du dispositif. Et donc, je compléterai un peu les propos qui viennent d'être tenus en disant ça traduit d'abord un manque de volonté réelle de s'attaquer vraiment au sujet de la dérogation. Bon, maintenant, il faut dire une chose simple aussi. C'est pas avec la dérogation qu'on a l'argent pour construire. Je veux dire, quand je dis cela, c'est tout à l'heure, on écoutait les propos... C'est ça, je vois, vous ouvrez la porte tout de suite à l'intervention de Costa Castrinidis. Oui, mais lui Costa, c'est des prêts qu'il fait. Oui. Oui. Non, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Subvention. Aussi. Oui, c'est ça. Non, je dis ça, c'est parce que on ne peut pas... c'est pas la dérogation qui va brutalement permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Parce que tout à l'heure, Benoît parlait des Jeux Olympiques. Ben, je ne sais pas combien il y a eu de milliards d'argent public dans l'opération. Donc, pardon ? Pas dans les logements. Non, les promoteurs ont pris leurs risques. Ouais. D'accord. Mais dans l'ensemble de l'opération, oui. Oui, bien sûr, il y a l'aménagement. Bien d'accord. Ouais. Donc, c'est la première réaction. La deuxième chose, c'est que je trouve que 22 territoires engagés pour le logement, ça ne fait pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expérimentation, ça ne fait pas un espace suffisamment important, me semble-t-il, pour pouvoir en tirer des conséquences plus larges. Et en volume, ça ferait 30 000 logements en 3 ans? C'est pas à l'échelle, c'est ça? 30 000 logements par an, vous avez raison de le signaler. Non, en 3 ans. Hein, en 3 ans. En 3 ans, oui. Donc 10 000 par an, vous imaginez. Ça veut dire qu'on demande, par exemple, à des agglomérations comme Marseille de construire 1500 logements. 1500 logements, j'ose espérer que ça représente 20% des besoins de Marseille, et peut-être même beaucoup plus, enfin beaucoup moins, hein, excusez-moi, 1500 logements, dont 25% de logements sociaux. Enfin, vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que c'est quand même pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui va déclencher une nouvelle politique, mais après tout, c'est toujours ça de prix. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que on ne peut pas traiter cette question-là sans reposer aussi les responsabilités des uns et des autres. Les responsabilités locales, comment se structurent ces responsabilités. La mise en place, par exemple, de l'intercommunalité est importante hein, dans les politiques du logement. Renforcer, je pense, les intercommunalités dans leurs responsabilités par rapport au logement, ça me paraît être un point important. Il faut malheureusement peut-être, pour certains, décommunaliser, j'allais dire, certains actes pour les porter plus au niveau intercommunal. C'est un exemple. C'est pour montrer que si on veut essayer de faire en sorte de ne pas traiter simplement les questions par la dérogation, mais par l'action, je pense que c'est ce type de question qui doit être posée, de façon à éclairer un peu les acteurs du logement,
qui sache un peu mieux les vrais responsables et donc les désigner. La deuxième chose que je veux dire sur cela, c'est qu'il faut que l'État aussi prenne... alors que les communes font partie de l'État. Hein, c'est ça qu'il y a, quoi. Oui. C'est ce qu'il allait me dire, d'ailleurs. Mais disons, le gouvernement, alors. Il faut que ce gouvernement accepte de ne pas décider tout seul. Et ça, c'est un vrai problème que l'on rencontre localement. Moi, je vois par exemple dans les 22 territoires, Rennes n'y est pas. Bon. Oui. Hein, comme si Rennes n'était pas engagée pour le logement. S'il y a des territoires qui ne sont pas engagés pour le logement, il y en a un qui se situe 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, ça c'est sûr. Celui-là, il n'est pas engagé, je parle de l'Élysée, qui n'est pas engagé pour le logement. La meilleure preuve, c'est que le secteur du logement social est le seul secteur économique en dehors de la Française des Jeux qui est taxé sur son chiffre d'affaires. Je dis, moi, je suis un peu surpris que l'on puisse demander à un secteur économique puissant que représente le logement social, on commence par le taxer sur le chiffre d'affaires. C'est le seul secteur. Donc là, il y a aussi c'est peut-être une mesure dérogatoire d'ailleurs, sur le plan économique, au moins une. Ben, c'est une mesure qu'on pourrait supprimer, par exemple. Donc voilà. Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Je vois l'intérêt des mesures dérogatoires, ou de territoire pour le logement, s'il y a derrière la possibilité d'en sortir quelque chose, et non pas simplement de désigner une initiative qui va avoir une durée très courte et qui, j'allais dire, un peu comme le Larousse, je sème à tout vent, et puis, comme on ne peut pas le faire, on le fait sur 22, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait généraliser comme simplification des procédures, par exemple? C'est une des questions posées aujourd'hui. J'ai été pendant très longtemps adjoint au maire de Rennes, même si j'ai été député, mais je suis marqué par cela. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que de toute façon, l'acte de construire, que ce soit dans le privé ou dans le public, dépend en grande partie du local. Donc il faut traiter cette question-là. Il faut traiter cette question-là. Ça veut dire qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, mieux organiser le secteur local, incontestablement. Je trouve qu'il y a des choses à faire. Et puis, par ailleurs, il faut pouvoir reprendre à partir des initiatives locales. Je pense, par exemple, à ce qui pourrait être une décentralisation des politiques du logement au travers des autorités organisatrices de l'habitat. Je pense que ça peut être intéressant de mieux responsabiliser les collectivités territoriales, comme ça se passe d'ailleurs pour les transports. C'est-à-dire le versement en mobilité permet au local une bonne organisation des politiques locales de déplacement. Eh bien, je pense que dans les politiques locales de l'habitat, il y a à voir avec ce type d'organisation. Une question qui était posée dans le cadre d'une future loi de décentralisation qu'on nous annonçait pour la fin de l'année, après le rapport Woerth notamment. Donc ça c'est en effet une des questions que déjà Patrice Vergrit agitait avant l'arrivée de Guillaume Kasbarian. Donc c'est bien une des questions sur lesquelles vous mettez l'accent. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que les ministres du logement sont à peine arrivés, qui sont déjà partis. J'aurais préféré que Patrice Vergrit continue cette orientation qu'il s'est donnée. Je n'ai pas eu l'impression que M. Kasbarian était parti vers cette orientation-là, lui. C'est pas ce qui m'a semblé. On n'avait pas encore l'esquisse de la loi de décentralisation. Comment est-ce que vous réagissez, Costa Castrinidis, à ces premiers échanges? Parce que la Banque des territoires est impliquée dans les territoires engagés pour le logement, elle appuie les territoires eux-mêmes. Alors, comme l'a fait remarquer Marcel Roche-Bon finement, par des prêts, enfin en tout cas c'est ce que vous représentez, et on sait que l'USH et donc la fédération demandent que l'État aussi fasse son travail en termes d'apport, en termes de subventions publiques, on est d'accord, mais dans le domaine des prêts et de l'action de la banque.
Oui, bonjour à toutes et à tous. En réaction à cet échange, il me semble qu'il est important de distinguer quand même deux dynamiques. Une dynamique de court terme et une dynamique plus structurelle de long terme. Aujourd'hui, le monde du logement, on l'a bien vu dans les précédentes tables rondes, aujourd'hui le monde du logement est vraiment confronté à une double urgence. Une urgence climatique, avec un enjeu d'investir pour décarboner le parc existant, et un enjeu et une urgence sociale liée à un parcours résidentiel à l'arrêt et la croissance très forte du nombre de demandeurs de HLM en attente. Aujourd'hui, 2,6 millions, je le rappelle, avec une croissance très forte au cours des 2 dernières années. Cette double urgence, elle nous oblige collectivement à essayer de trouver des réponses structurelles. Mais elle nous oblige aussi à travailler sur le court terme. Et derrière cette question des démarches lancées sous le couvert de l'enjeu de déroger, qui est en réalité un enjeu d'accélérer les procédures. La lecture que nous en faisons du côté de la Banque des Territoires, c'est une lecture pragmatique dans la mesure où il nous semble que ces projets sont des projets qui remettent en valeur la question de l'aménagement du territoire. Quand on regarde la liste très précisément des 22 projets, on y retrouve évidemment de la production de logements, mais pas uniquement. On est vraiment sur une alliance d'acteurs, souvent portés par des établissements publics d'aménagement, qui sont engagés pour pouvoir revoir l'aménagement d'un territoire et y insérer différents types d'actifs, dont du logement, avec l'objectif que vous avez rappelé de 30 000 logements sur les 3 prochaines années pour ces 22 territoires. Ce que je veux saluer dans cette démarche, c'est quand même la mise en mouvement des acteurs et le signal envoyé qui est celui d'une mobilisation collective de l'ensemble des parties prenantes, publiques comme privées d'ailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous soutenons ces projets à la Banque des Territoires. Nous les soutenons certes avec des financements et des prêts, mais nous intervenons aussi sur des montages qui sont des montages innovants, on en reparlera tout à l'heure sur le foncier, en apportant des fonds propres pour pouvoir aider à solvabiliser, à viabiliser des opérations qui en réalité sont souvent des opérations déséquilibrées. Après, je partage une partie de ce qui a été dit, ce n'est pas une réponse structurelle. On est vraiment sur un enjeu de remettre en mouvement les acteurs, d'envoyer un signal de soutien de la puissance publique aux acteurs qui sont engagés pour se lancer dans ces grands projets d'aménagement. L'idée, un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on a fait au niveau du groupe Caisse des dépôts sur le village des athlètes, c'est de pouvoir faire un retour d'expérience sur ces opérations et de voir ce sur quoi on pourrait capitaliser pour l'inscrire en dur dans les textes, voire dans les règlements, pour éviter effectivement la lourdeur qu'on a pu connaître. Je rappelle que pour ces territoires engagés pour le logement, il a fallu quand même un projet de loi soit adopté pour permettre des accélérations. Idem pour le village olympique. Et ça, c'est vrai que dans une logique d'efficacité et dans une logique de décentraliser, déconcentrer les décisions au plus près des territoires, ce qui est à mon avis la bonne chose et la bonne option à retenir, repasser à chaque fois devant la représentation nationale pour pouvoir accélérer des projets locaux, ça paraît très complexe. Alors, du point de vue de la relance, puisque l'enjeu, on parlait de cet enjeu de la dérogation, de la simplification par rapport à la relance quand même de la production de logements, la Banque des Territoires a fait des annonces il y a 2 ans et puis l'année dernière au congrès HLM. Pouvez-vous nous donner peut-être un petit retour sur l'état d'avancement des dispositifs un petit peu aussi dérogatoires et provisoires dans le temps qui ont été mis en place pour dégager des enveloppes, notamment au service du monde HLM? Oui, alors c'est vrai que dans les différentes réponses permettant d'envisager une sortie de crise, il y a un certain nombre de points qui nous paraissent majeurs. Certains ont été cités par les collègues promoteurs tout à l'heure que je partageais, notamment la solvabilisation des ménages, mais c'est moins notre rôle à nous, Caisse des dépôts, Banque des Territoires, d'intervenir sur ce terrain-là. Je vais citer 3 sujets majeurs. Le premier d'entre eux, c'est de soutenir le secteur HLM qui joue aujourd'hui un rôle contracyclique majeur. On est souvent critique avec nous-mêmes. Moi, j'ai tendance à vouloir être positif. Quand on regarde les investissements réalisés au cours de l'année 2023, on n'aurait pas aujourd'hui l'engagement des bailleurs sociaux, le secteur serait à l'arrêt.
complètement. Et dans une période très difficile pour les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, au-delà des crises qu'ils ont traversées depuis 4 ans, ont vu leurs charges financières d'intérêt être multipliées par 6 avec la hausse du taux du livret A. Bon, dans une période où en parallèle l'OAT 10 ans a été multiplié par 15, mais néanmoins on sait que cette hausse du taux du livret A pèse sur les résultats comptables des bailleurs sociaux. L'année 2023 va pas être une bonne année, l'année 2024 non plus, l'année 2025 non plus. Donc on a ici des acteurs d'intérêt général qui continuent à investir tout en ayant des comptes de résultats qui sont dégradés. Et ils ont investi en 2023 autant qu'ils avaient investi dans les années passées, avec malheureusement, évidemment, du fait du contexte, de l'inflation notamment, un effet moindre, puisque investir plus produit moins de logements aujourd'hui, le coût du logement ayant été décuplé très rapidement au cours des 2 dernières années. Mais ce rôle contracyclique, il est extrêmement important. Quand on a vu les nombres d'agréments en 2023, on a été nombreux à trouver qu'ils étaient en berne, avec environ 83 000 agréments annoncés. En réalité, dans le contexte actuel, ça relève d'une certaine prouesse, d'autant que les bailleurs ont continué à investir pour rénover et décarboner leur parc social de manière importante. Bon. Donc nous, notre rôle, c'est de les soutenir dans cette dynamique-là. C'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années, en faisant des efforts dans le cadre de ce modèle, qui est le modèle du fonds d'épargne, qui est un modèle particulier, où en réalité c'est notre épargne collectivement ici qui permet de produire du logement social. Donc dans un moment où cette épargne elle est rémunérée à 3%, on a estimé qu'il était de notre devoir de faire un geste et de pouvoir octroyer des baisses de marge aux bailleurs sociaux pour qu'ils continuent à produire notamment des logements très sociaux, ce qui nous semble important. Il faut qu'on continue ce soutien-là. On espère ne pas être les seuls à faire ce soutien-là, mais il faut qu'on continue à le faire, c'est très important. Parce que sans contribuer à relancer encore plus et à soutenir l'investissement des bailleurs sociaux, on aura une difficulté à sortir de la crise de manière durable. Le deuxième point, je ne veux pas être trop long, mais c'est quand même la question du foncier. Vous l'avez cité, je pense qu'on va y revenir. Nous, on est convaincus qu'il y a une nouvelle économie du foncier qui doit s'imposer. C'est une conviction très forte. Aujourd'hui, quand on regarde les impératifs de non-artificialisation des sols, la rareté du foncier, l'impact du foncier dans les coûts des opérations, il faut aller vers quelque chose de différent. Et c'est le sens des nouveaux produits qu'on a mis en place en début d'année, qui s'appellent les Gaïa. C'est une nouvelle génération de prêts vers les collectivités locales, vers les établissements publics fonciers, vers les entreprises publiques locales, mais aussi vers des sociétés privées ayant des actionnaires publics qui permettent de porter de manière globale du foncier, soit pour le transformer, soit pour renaturer, soit pour les collectivités locales, pour pouvoir le conserver jusqu'à 80 ans. Donc c'est vraiment un modèle où on veut amortir la charge foncière jusqu'à 80 ans pour donner aux collectivités locales et à leurs satellites finalement la possibilité de faire du portage foncier de long terme et de mettre à disposition des acteurs, via des baux amphithéotiques, du foncier moins cher, décoté, un peu à l'image de ce qu'on a vu avec les OFS. Et puis le troisième axe, mais je vais juste le citer et pas développer, c'est l'enjeu de l'urbanisme de la transformation et notamment de la transformation des actifs existants. Il faut qu'on accélère sur la transformation des bureaux et la transformation des entrées de ville. Il rejoint la question du foncier à un moment donné, puisque tous ces immeubles obsolètes sont bâtis sur des terrains et que dans une vente, on ne fait pas de différence entre la part du foncier et la part du bâti dans ces cas-là. Donc ça rentre aussi dans ces sujets. Et il me semble que les EPL que vous avez cités, qui constituent des SEM foncières, qui en ont constitué 80 sur les questions de commerce, quand elles achètent un terrain sur lequel il y a déjà quelque chose. Et c'est bien toute la question de la cherté de ce foncier. Et je crois que, donc, pour ajouter à votre réflexion, puis je voudrais avoir une réaction sur les questions foncières. Donc la constitution de ces structures de portage foncier long terme, elle va amener non seulement éventuellement le bénéfice des prêts Gaïa territorial, mais également la participation en capital. Exactement, c'est ce que je rappelais. Pas de votre direction, mais qu'importe. En tout cas, c'est bien le projet qu'on porte à la Banque des Territoires, c'est qu'effectivement cette nouvelle économie du foncier, il faut qu'on la soutienne avec nos partenaires, notamment les établissements publics fonciers et les entreprises publiques locales, avec lesquelles on constitue des filiales, on apporte du capital et on peut, le cas échéant, apporter cette dette longue pour soutenir l'émergence de ce modèle adossé notamment sur des baux amphithéotiques, avec une forme de reversibilité dans le temps, puisque
qu'on a l'avantage, c'est en réalité quelque chose qui existait déjà, très pratiqué au 19e siècle, qui est très connu à Lyon, qui est très connu à Paris, et finalement qui est très travaillé à Rennes, hein, dont il faut saluer le dynamisme sur ces questions. Et il faut qu'on revienne à cette philosophie-là. On voit bien qu'elle était très, très bien pensée. Ouais, ouais. Alors, votre réaction, Benoît Paru, Marcel Rogemont. Marcel Rogemont, je vous vois saisir le micro. Oui. Allez-y d'abord. Effectivement, c'est une question cruciale, cette question du foncier. C'est peut-être là que peut se faire un déblocage majeur dans l'économie de la production. Je pars toujours qui donne de la valeur au foncier. Ce sont les élus locaux. C'est eux qui vont déterminer la valeur du foncier. Où va la plus-value foncière? Pas, ou pas suffisamment, on va dire ça, aux élus locaux. Et donc à partir de là, il y a un problème. Il y a un problème. Tout à l'heure, dans les territoires engagés pour le logement, on voyait toutes les infrastructures de transport qui étaient engagées dans cette affaire. Exactement. On a là l'exemple même où un grand investissement va corriger fondamentalement le foncier qui est à côté des gares, par exemple. Donc, il faut travailler la question pour que une part de la plus-value foncière soit conservée localement. C'est pourquoi, par exemple, ce qu'a dit à l'instant Costa sur les prêts Gaïa, c'est très important pour nous parce qu'avec les prêts Gaïa, on peut faire des offices fonciers solidaires et donc de pouvoir avoir une politique de maintien dans l'espace public des territoires. Ça vaut aussi pour les établissements publics fonciers, bien naturellement. Hein. Tout ça, tout ce qui va concourir à ce que... J'étais, il n'y a pas très longtemps, en Polynésie française. Je rencontre le président de la Polynésie française. Et il me dit comme ça, nous, on est propriétaires. Essentiellement, c'est le président qui est la collectivité polynésienne qui est propriétaire des terres. Je lui dis surtout, ne vendez pas. Parce que là, nous, actuellement, on est en train d'essayer de faire en sorte que, justement, il y ait un acte, qu'on conserve dans l'espace public l'utilisation du foncier pour pouvoir agir effectivement dans l'espace d'une ville, pas simplement, hein, dans les déplacements, etc. Conserver la propriété du foncier pour ne pas avoir à être dans nos situations actuellement où, grâce à des initiatives qui sont prises par la Caisse des dépôts, mais pas seulement, les régions avec les EPF, etc., on essaie de faire en sorte qu'on étatiser, non pas le terme exact, quoi, hein, municipaliser, non pas, hein, mais bon, faire en sorte que ça rentre dans le domaine public et que l'on respecte le fait que ce foncier n'a de valeur que par les décisions qui sont prises par les élus locaux. Et donc, il faut que cette plus-value plus importante aille vers les collectivités territoriales locales de façon à ce qu'elles aient les moyens de relever plus fortement la question du logement de tous. Et pas simplement d'ailleurs du logement social. Hein. Il faut du logement pour tout le monde. Et donc je pense que ça serait ce travail qui est à faire sur le foncier, sur qui doit posséder le foncier, comment celui qui le possède participe à l'acte public de la création de la richesse qu'il y a derrière. Alors oui, ça serait une bonne voie pour travailler dans le sens, effectivement, d'une ville à vivre pour tout le monde, d'avoir des territoires accueillants et en même temps de donner des moyens aux collectivités territoriales, régionales, départementales ou EPCI, de leur donner les moyens d'une intervention. Ça éviterait d'ailleurs comme ça à l'État de verser de l'argent. Enfin, c'est vrai qu'actuellement, il n'en verse plus. Donc, on peut trouver d'autres modèles économiques. Benoît Paru, votre point de vue sur cet enjeu du foncier et sur les pistes qui sont esquissées.
Bon, Rennes, c'est un peu la nouvelle utopie foncière, hein. On réécrit Edgar Pisani, mais pourquoi pas, après tout? Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique, Alors, la façon dont on la prend? C'est une lapalissade que de dire que le foncier est évidemment l'enjeu le plus structurant de nos métiers. C'est une évidence. Le foncier, c'est notre matière première. C'est pas le béton, c'est pas le bois, c'est pas le fer. Notre matière première principale pour produire de l'immobilier, c'est d'abord et avant tout un foncier. Et là, je pense qu'on ne mesure pas encore suffisamment sur le plan culturel l'extraordinaire révolution que représente le ZAN. Le ZAN, c'est la disparition légitime, je précise tout de suite, de ce qu'on va appeler les fonciers neufs. Ça fait 2000 ans que sur la Terre entière, l'ensemble des collectivités humaines se développent à l'horizontale, en grignotant sur des fonciers neufs. Et nos métiers de promoteurs immobiliers, c'est principalement de travailler sur des fonciers neufs. Dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, nous allons devoir passer de ce que je vais appeler le triple neuf au triple occasion. Le métier d'un promoteur, c'est d'abord et avant tout de prendre un terrain neuf, de construire dessus un bâtiment neuf avec des matériaux neufs. Le changement climatique et le ZAN, qui en est une conséquence, nous pousse à passer demain à des terrains d'occasion, à essayer de conserver le bâtiment d'occasion pour en faire autre chose, et si possible, ça va être le plus compliqué, avec des matériaux de réemploi, pour là encore passer du triple neuf au triple occasion. En gros, c'est ce qu'ont dit les promoteurs qui vous ont précédé tout à l'heure. Vous dites la même chose pour l'évolution du groupe. Exactement la même chose. Nous devons changer radicalement, et c'est une révolution culturelle. Mais ça veut dire qu'il y a une autre révolution induite. Si j'ai beaucoup moins de foncier, il faut que je l'utilise 1000 fois mieux. Or, aujourd'hui, on gaspille du foncier. On gaspille du foncier parce qu'on ne sature pas les documents d'urbanisme qui sont mis à notre disposition par les collectivités locales. Si on faisait l'étude sur les 10 dernières années des droits à construire que donnent les documents d'urbanisme établis par les collectivités locales versus les autorisations de construire que donnent les collectivités locales, si on mesurait l'écart entre les deux, on a dû perdre des milliers et des milliers de logements sans monter des tours. Bon. Mais ça veut donc dire qu'il faut qu'on passe de cette triple neuf à cette triple occasion. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on passe d'un monde qui s'est développé à l'horizontale vers un monde qui se développe en vertical. Et ça veut donc dire que la matière première foncière qui est la nôtre, devenant de plus en plus rare, doit, me semble-t-il, devenir ce qu'on appelle en droit international une forme de BPM, bien public mondial. Ça veut dire que oui, nous devons demain remettre d'une façon ou d'une autre le public dans le jeu. Alors, il ne s'agit pas évidemment de nationaliser, ce serait stupide, l'ensemble des fonciers existants, ça n'aurait évidemment aucun sens. Et mais trop coûteux. Les actions, évidemment, impossibles à financer. Mais les actions, demain, de ce que vient d'être proposé par la Caisse des dépôts, de l'intervention des outils d'aménagement locaux, de l'intervention des EPF, et demain de la construction de fonds publics-privés pour essayer de ramasser notamment tous les actifs tertiaires qui vont arriver sur le marché pour en faire autre chose, est un enjeu absolument déterminant. Et de ce point de vue-là, si l'État et ses différents démembrements, que ce soit les collectivités locales ou des établissements publics type la Caisse, doivent mettre un paquet de milliards d'euros, c'est un paquet de milliards d'euros sur cet enjeu-là. Et ces milliards, je précise tout de suite une chose parce que l'argent public est rare, ces milliards doivent être mis dans une logique d'investissement, pas dans une logique de subvention. Et ces milliards pour ramasser des fonciers doivent derrière se traduire effectivement par un bail amphithéotique à la bonne valeur, pas à la survaleur, pas à la compétition de charges foncières, parce que là, l'État comme les collectivités locales participent au renchérissement des prix du foncier, donc de l'immobilier. Mais il faut effectivement que les collectivités locales soient dans une logique d'investisseurs, que l'État soit dans une logique d'investisseurs. Je mets de l'argent sur la table, mais quand j'achète un foncier, je l'ai dans mon bilan comme un actif. Ce n'est pas le cas quand l'État subventionne. Et puis parallèlement à ça, effectivement, je valorise financièrement parlant cet actif
en le transformant via un bail emphytéotique. La détention reste d'État, mais l'actif peut être utilisé par le privé sans 1 euro de sub, mais uniquement avec de l'invest. C'est une logique radicalement différente. C'est passionnant. Je vais devoir vous arrêter parce qu'il est déjà midi 10. Juste, je voudrais quand même, Costa Castrenidis, que vous nous disiez combien, quel est le montant de l'enveloppe et puis l'effet de levier espéré quand même avec ces prêts Gaïa nouveaux. Parce que vous évoquez les milliards, et effectivement, l'utopie foncière d'Edgar Pisani, c'était l'idée que tout le foncier pouvait être public en France. Mais vous l'avez raison de le dire, Benoît Paru, c'est impossible d'envisager, vu les montants que ça représente aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mobilisez ? Alors, aujourd'hui, sur le volet dette et sur le Gaïa, on a ouvert une enveloppe de 2 milliards. 2 milliards. C'est une enveloppe de 2 milliards qui devrait permettre de réaliser un effet levier x2, donc à peu près 4 milliards d'investissements. Après, il faut se dire les choses, on est vraiment aux prémices de cette évolution. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus un consensus transpartisan entre les acteurs et une mobilisation de plus en plus grande des élus qui sont de plus en plus conscients de l'enjeu de sortir d'un modèle marchand de court terme sur la question du sol et de la terre. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Maintenant, on est aux prémices. Il faut soutenir et valoriser les montages qui sont en train de se mettre en place. Beaucoup sont faits pas uniquement pour faire du logement, pour penser du commerce, de la réindustrialisation, de la renaturation. Les usages sont plus ouverts. Les usages sont plus ouverts, donc ce qui est à la fois une chance, c'est probablement une bonne réponse aussi aux enjeux de politique publique des années à venir, mais il ne faut pas perdre de vue le logement. Et donc ça veut dire que cette transition vers un modèle d'investissement viable et solvable va devoir être soutenue au début, c'est évident, et qu'il faut valoriser les acteurs qui se lancent. Et pour revenir au début de notre table ronde, pourquoi pas une grande démarche territoire engagé pour le foncier. Peut-être qu'elle nous réunira de manière encore plus consensuelle que celle sur le logement. Très bien, merci Costa, on va s'arrêter là-dessus, je vous remercie.